Je suis Brooke Wilson, j'ai 27 ans maintenant, mais il y a 10 ans, je me tenais grelottante sur notre porche avec une seule valise. Ma mère, Diane, a souri avec suffisance. Tu reviendras supplier dans un mois. Mon père, George, a claqué la porte au nez. J'ai juré de ne jamais revenir. Maintenant, je fixe mon téléphone, qui affiche 30 appels manqués de leur part. La situation s'est complètement inversée. Ils ont besoin de moi maintenant, désespérément. Si vous regardez ceci en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez et abonnez-vous pour entendre comment je suis passé d'adolescente sans abri à la seule personne dont mes parents ont maintenant désespérément besoin. Ayant grandi dans notre maison de banlieue de classe moyenne du Michigan, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais jeté comme les ordures d'hier. Notre maison était l'image de la normalité vue de l'extérieur, clôture blanche, pelouse bien entretenue et même un golden retriever nommé Max. Mais derrière les portes closes, les choses étaient très différentes. Ma mère, Diane, était ce que les gens pourraient poliment appeler particulière. En réalité, elle était contrôlante au point d'étouffement. Tout dans notre maison avait sa place, moi y compris. Son perfectionnisme s'étendait au-delà de l'organisation de la maison à tous les aspects de ma vie. Mes vêtements étaient choisis pour une apparence appropriée. Mes amis étaient scrutés en fonction de leurs antécédents familiaux, et on attendait de moi des notes parfaites. Brooke, tout ce qui est inférieur à un A est tout simplement inacceptable pour une Wilson, disait-elle, examinant mon bulletin scolaire avec une précision acérée. Les Wilson sont destinés à des carrières médicales. C'est notre héritage depuis toujours. Mon père, George, était physiquement présent, mais émotionnellement absent, un comptable prospère qui passait la plupart de ses soirées enseveli sous la paperasse. Il contredisait rarement ma mère. Lorsque des conflits survenaient, il levait brièvement les yeux de ses documents, marmonnait quelque chose comme l'écoute ta mère, et disparaissait de nouveau dans son monde de chiffres. Sa position par défaut était de se ranger à l'avis de ma mère dans toutes les questions concernant mon éducation. Nos règles de ménage étaient strictes et non négociables. Je devais être à la maison à 20h30 les soirs d'école, 21h30 les week-ends. Mes vêtements devaient être respectables, rien de trop voyant, trop serré ou trop expressif. Mes amis devaient être issus de bonnes familles, c'est-à-dire axés sur les études et issus du bon milieu socio-économique. Même ma chambre, censée être mon espace personnel, était soumise à des inspections hebdomadaires. Dès mon plus jeune âge, j'avais montré un talent artistique. Je passais des heures à esquisser des paysages, à concevoir des personnages et à peindre chaque fois que je pouvais trouver le temps entre les séances d'études. Ces moments d'expression créative étaient ma seule échappatoire à l'environnement de cocotte-minute de notre maison. L'art est un passe-temps agréable, Brooke, disait ma mère avec dédain, mais ce n'est pas une voie de carrière. Tu dois te concentrer sur les sciences et les mathématiques si tu veux entrer dans un bon programme de médecine. La seule personne qui ait jamais encouragé ma passion artistique était ma grand-mère, Eleanor. La mère de maman, ironiquement, n'était en rien comme sa fille. Grand-maman Eleanor avait été professeure d'art avant de prendre sa retraite, et elle a reconnu quelque chose dans mes premiers dessins que les autres ne voyaient pas. Tu as un don, ma chérie, chuchotait-elle pendant nos séances de croquis privés dans son salon confortable. Ne laisse personne te dire de l'enterrer. Grand-maman Eleanor était mon refuge. Chaque samedi, je faisais 3 kilomètres à vélo jusqu'à son petit bungalow, où nous passions des heures à peindre, à regarder des livres d'art et à parler d'artistes célèbres. Elle m'a appris des techniques, m'a acheté des fournitures de qualité que mes parents n'auraient jamais approuvées, et surtout, a validé ma passion. Ton cœur parle à travers ton pinceau, Brooke, m'a-t-elle dit une fois. Certaines personnes passent toute leur vie à chercher leur voie. Tu as déjà trouvé la tienne. Quand j'ai eu 15 ans, mes petits actes de rébellion ont commencé. Je suis rentré 15 minutes après le couvre-feu. Je portais des couleurs plus vives. Je me suis lié d'amitié avec Allison, dont les parents étaient divorcés, une disqualification automatique dans le règlement de ma mère. Chaque infraction me valait de plus longues conférences et une surveillance plus stricte. Puis, quand j'ai eu 16 ans, grand-maman Eleanor est décédée après une brève bataille contre la pneumonie. J'étais dévasté. J'avais perdu non seulement ma grand-mère, mais mon allié, ma confidente et le seul adulte qui semblait vraiment me voir. Lors de la lecture de son testament, j'ai eu un choc. Grand-maman Eleanor m'avait laissé son importante collection de matériel d'art et $2000 sur un compte séparé intitulé L'éducation artistique de Brooke. Ma mère était furieuse, y voyant sa mère saper son autorité d'outre-tombe. La tension à la maison a augmenté après la mort de grand-maman.
Sans mon évasion hebdomadaire chez elle, je me sentais piégé. Les disputes avec ma mère sont devenues plus fréquentes et intenses. Mon père s'est retiré davantage dans son travail, sortant occasionnellement pour prononcer des phrases comme « Ton attitude contrarie ta mère, Brooke ». Puis est venue la saison des candidatures à l'université de ma première année d'études supérieures. Mes parents avaient déjà planifié mes candidatures à 5 universités prestigieuses dotées de solides programmes de pré-médecine. J'acquiesçais en leur présence, mais j'ai secrètement commencé à faire des recherches sur les écoles d'art. En utilisant l'ordinateur chez Allison, j'ai rempli des demandes d'admission à 3 programmes d'art, dont mon école de rêve, le Chicago Institute of Fine Arts. J'ai travaillé sur mon portfolio en secret, restant souvent éveillé jusqu'à 2 heures du matin après que mes parents se soient couchés. J'ai utilisé l'argent de grand-maman Eleanor pour payer les frais de dossier, sachant que mes parents n'accepteraient jamais de signer les chèques. La tromperie a duré 4 mois, jusqu'à ce qu'un après-midi, ma mère rentre plus tôt de sa réunion du comité de charité. J'avais oublié d'effacer l'historique de navigation après avoir vérifié l'état de mes candidatures aux écoles d'art sur l'ordinateur de la maison. Le navigateur était toujours ouvert sur la page d'admission du Chicago Institute of Fine Arts lorsqu'elle s'est assise pour consulter son courrier électronique. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle exigé, sa voix mortellement calme, alors que je franchissais la porte en rentrant de l'école. Je me suis figé dans l'entrée, mon sac à dos me semblant soudainement peser 100 livres. « Je t'ai posé une question, Brooke. Qu'est-ce que ce site web fait sur notre ordinateur ? J'ai postulé dans des écoles d'art, ai-je admis, décidant à ce moment précis que j'en avais assez de me cacher. Tu as fait quoi ? Sa voix s'est élevée brusquement. Sans en discuter avec nous, sans notre permission, sans nos signatures ? Grand-maman Eleanor m'a laissé de l'argent pour des études d'art. Je l'ai utilisé pour les frais de dossier. Le visage de ma mère s'est tordu de rage. Ta grand-mère n'avait pas le droit de s'immiscer dans nos décisions familiales. C'est absolument inacceptable. Cette nuit-là a commencé un nouveau chapitre d'escalade des disputes concernant mon avenir. Chaque soirée dégénérait en cris concernant le fait que je gâchais mon potentiel et que je manquais de respect aux traditions familiales. Mon père, inhabituellement, a commencé à jouer un rôle plus actif dans ces disputes, en soulignant la sécurité financière de la médecine par rapport au salaire de famine d'un artiste. Nous avons investi 17 ans pour te donner tous les avantages, disait ma mère. Nous ne resterons pas les bras croisés à te regarder tout gâcher pour un fantasme infantile. Je suis resté ferme, encouragé par le soutien posthume de grand-maman Eleanor et le petit goût d'indépendance que j'avais connu grâce au processus de candidature secret. Je savais peu que ces disputes n'étaient que le prélude à la nuit qui allait tout changer. La matinée du 15 avril a commencé comme n'importe quel mardi. Je me suis levé, je suis allé à l'école, j'ai suivi mes cours, en pensant au travail artistique sur lequel j'allais travailler plus tard. Je n'avais aucune idée que le soir venu, je serais sans abri. Cet après-midi, j'ai reçu un courriel qui a tout changé. Le Chicago Institute of Fine Arts m'avait non seulement accepté, mais m'avait offert une bourse partielle en fonction de mon portfolio. J'étais extatique, j'ai lu le courriel 10 fois dans la bibliothèque de l'école, les larmes de joie coulant sur mon visage. Allison m'a serré fort dans ses bras quand je le lui ai montré. « Tu l'as fait, Brooke. C'est incroyable, a-t-elle crié. Pendant un bref instant de naïveté, j'ai pensé que cette validation externe, cette preuve que mon art avait une réelle valeur, pourrait peut-être changer la vie de mes parents. J'ai décidé de leur dire ce soir-là, de poser toutes mes cartes sur la table et d'espérer qu'ils puissent voir à quel point c'était important pour moi. Le dîner de ce soir-là était typique, le rôti de peau de ma mère parfaitement préparé, la présence distraite de mon père et une conversation guindée sur des sujets appropriés comme les choix d'aménagement paysager des voisins et le golf de mon père. J'ai attendu que nous ayons fini de manger avant de prendre une profonde inspiration. J'ai besoin de vous dire quelque chose d'important, ai-je commencé, ma voix plus tremblante que je ne le voulais. J'ai postulé au Chicago Institute of Fine Arts, et j'ai appris aujourd'hui que j'ai été accepté. Ils m'ont même offert une bourse. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère a lentement posé sa fourchette sur son assiette, le petit cliquetis semblant anormalement fort dans la pièce silencieuse. Mon père a effectivement levé les yeux de son téléphone, son attention étant entièrement sur moi pour la première fois depuis des années, peut-être. « Tu as postulé sans notre connaissance ?» a demandé mon père, son ton d'un calme inquiétant. « Oui, j'ai utilisé l'argent de grand-maman pour les frais de dossier. »« Et tu avais l'intention de fréquenter cette école d'art ?» Ma mère a prononcé école d'art comme si c'était une maladie particulièrement dégoûtante.
Oui, c'est ce que je veux. C'est ce dans quoi je suis doué. La bourse montre qu'il pense que j'ai un réel talent. Le visage de ma mère s'est durci. C'est absolument hors de question. Nous avons déjà discuté de ta fréquentation du programme de pré-médecine de l'Université d'État. L'acompte est payé. Ton avenir est tracé. C'est votre avenir pour moi, pas le mien, ai-je dit, me surprenant moi-même par ma fermeté. Tu as 17 ans, a interrompu mon père. Tu n'as pas le droit de prendre ce genre de décision de manière indépendante. J'aurai 18 ans dans 3 mois, ai-je rétorqué. Et ensuite, je pourrai décider par moi-même. Ma mère s'est levée, sa chaise grinçant bruyamment contre le plancher de bois franc. Tant que tu vivras sous ce toit, tu respecteras nos règles et nos projets pour ton éducation. Alors peut-être que je ne devrais plus vivre sous ce toit, ai-je dit, les mots sortant avant que je puisse les arrêter. Ce qui a suivi a été la dispute la plus explosive que nous ayons jamais eue. Ma mère a crié à l'ingratitude et à l'obligation familiale. Mon père, habituellement si détaché, a tonné sur les réalités financières et les considérations pratiques. As-tu la moindre idée de la concurrence qui règne dans le monde de l'art, a-t-il exigé. Penses-tu que tes petits dessins vont payer les factures? Tes peintures couvriront-elles l'assurance maladie, la retraite, une hypothèque? Des milliers d'artistes talentueux servent actuellement des tables, a ajouté ma mère. Est-ce ce que tu veux pour toi, gaspiller une carrière réussie garantie pour un rêve chimérique? Ce n'est pas un rêve chimérique si c'est ce que j'aime, ai-je argumenté. Je ne veux pas être médecin. Je n'ai jamais voulu ça. C'est votre rêve, pas le mien. Après tout ce que nous avons sacrifié pour toi, a sifflé ma mère, c'est ainsi que tu nous remercies, avec manque de respect et illusion. La dispute a dégénéré, devenant de plus en plus personnelle et vicieuse à chaque échange. Des mots ont été prononcés qui ne pourraient jamais être repris. Ma mère m'a traité d'égoïste, d'ingrate et d'illusionné. Mon père a dit que je gâchais ma vie, que je finirais par échouer. Puis est venu l'ultimatum. Ça se termine maintenant, a dit ma mère, sa voix soudainement froide et contrôlée. Tu as 2 choix. Tu t'engageras dans le programme de pré-médecine que nous avons sélectionné, tu abandonneras cette absurdité d'école d'art et tu respecteras nos règles, ou tu peux partir. Je l'ai regardé, n'arrivant pas tout à fait à croire ce que j'entendais. Partir? Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es assez adulte pour prendre ces décisions contre notre gré, tu es assez adulte pour vivre avec les conséquences, a dit mon père. Si tu choisis cette voie artistique, tu choisis de le faire sans notre soutien, financier ou autre. J'ai regardé entre eux, cherchant un signe de bluff. Il n'y en avait aucun. Vous me mettrez à la porte? Votre propre fille? Ma voix était devenue petite, enfantine. Nous reconnaîtrons ton choix de quitter la voie que nous avons tracée pour toi, a précisé ma mère, comme si cette différence sémantique importait. Bien, ai-je chuchoté, puis plus fort. Bien, je choisis l'art. Je choisis mon propre chemin. Alors tu choisis de le faire ailleurs, a dit mon père sèchement. Le visage de ma mère n'a montré aucune émotion. Tu as 30 minutes pour faire tes bagages avec ce dont tu as besoin. Tout ce que tu laisseras derrière toi, nous le considérerons comme abandonné. Je suis resté figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Puis la réalité m'a submergé, et j'ai couru à l'étage dans ma chambre. Les mains tremblantes, j'ai sorti ma plus grande valise du placard et j'ai commencé à y jeter l'essentiel, des vêtements, des articles de toilette, mes carnets de croquis et le matériel d'art spécial de grand-maman Eleanor. J'ai attrapé mon ordinateur portable, le chargeur de téléphone et la photo encadrée de moi et de grand-maman. Pendant que je faisais mes valises frénétiquement, les larmes coulant sur mon visage, je pouvais entendre mes parents parler à voix basse en bas. Pas une seule fois, ni l'un ni l'autre ne sont montés pour vérifier si j'allais bien, pour essayer de trouver un compromis. 28 minutes plus tard, j'ai traîné ma valise en bas. Mes parents se tenaient dans le vestibule, les bras croisés de ma mère, mon père vérifiant sa montre. J'ai besoin de récupérer mon argent à la banque demain, ai-je dit, essayant de paraître pratique malgré mon visage taché de larmes. Ton compte courant est ton argent, a reconnu mon père. Mais ton fonds d'études reste sous notre contrôle jusqu'à ce que tu poursuives des études approuvées. J'ai acquiescé, engourdi, n'ayant pas l'énergie de discuter davantage. J'avais environ $800 sur mon compte personnel, des économies provenant d'argent d'anniversaire et de petits boulots. Cela, plus les $2000 de grand-maman Eleanor, devrait me suffire.
Je me suis dirigé vers la porte, à moitié espérant que l'un d'eux m'arrêterait, dirait que cela était allé trop loin, que nous pourrions en parler davantage demain. Aucun des deux n'a bougé. Alors que je sortais sur le porche, les derniers mots de ma mère ont été une profonde blessure. « Tu reviendras supplier dans un mois », a-t-elle dit avec un sourire froid. La vraie vie n'est pas aussi romantique que tes dessins le font croire. Mon père a simplement secoué la tête avec déception et a fermement fermé la porte derrière moi. Le bruit de la serrure qui tournait m'a paru être un coup physique. Je me suis tenu là, dans la fraîche soirée d'avril, une valise à la main, complètement seul. La réalité de ma situation a commencé à s'imprégner. J'avais 17 ans, avec des fonds limités, pas de logement, pas de travail et 3 mois d'école secondaire à faire. Les larmes se sont mêlées à la fine bruine qui avait commencé à tomber. Mais sous la peur et le choc, une étincelle de détermination a scintillé. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir échouer. Les doigts froids, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Alison. « Puis-je rester chez toi ce soir ?» ai-je demandé, ma voix se brisant. Mes parents m'ont mise à la porte. « Oh mon Dieu, Brooke !»« Bien sûr. »« Viens tout de suite », a-t-elle répondu sans hésitation. Alors que j'ai commencé la marche de 12 pâtés de maison jusqu'à la maison d'Alison, traînant ma valise derrière moi, j'ai fait une promesse silencieuse à moi-même, je ne retournerai jamais supplier. Peu importe à quel point les choses deviendraient difficiles, je trouverai un moyen de survivre et de poursuivre mes rêves. Ils m'avaient fermé leurs portes, et je fermerai mon cœur à eux en retour. La première semaine chez Alison s'est passée comme un éclair. Ses parents ont été choqués quand je suis arrivé à leur porte avec ma valise et que j'ai expliqué ce qui s'était passé. Ils m'ont immédiatement installé sur le canapé de leur salon et m'ont assuré que je pouvais rester pendant que je mettais de l'ordre dans tout ça. Je pouvais dire qu'ils s'attendaient à ce que ce soit temporaire, que mes parents allaient sûrement reprendre leurs esprits dans un jour ou deux. Ce n'était pas le cas. Madame Parker, la mère d'Alison, a appelé mes parents le lendemain matin. De la cuisine, je pouvais entendre sa voix monter d'incrédulité. « Elle a 17 ans, dit Anne, encore au lycée. » « Non, je comprends qu'il y ait des désaccords, mais... » « Bien, oui, nous pouvons la garder pour l'instant. » « Mais... » « Allô ? Allô ? » Elle a raccroché, l'air abasourdi. Ils m'ont raccroché au nez. Je n'étais pas surprise, mais les Parker l'étaient. Ils connaissaient mes parents depuis des années grâce aux activités scolaires et aux événements de quartier. Ils n'avaient jamais vu le visage privé de la dynamique de ma famille. « Tu peux rester aussi longtemps que tu en auras besoin », m'a assuré M. Parker, bien que je puisse voir l'inquiétude dans ses yeux. Leur appartement n'avait que 2 chambres, une pour eux et une pour Alison. Le canapé du salon n'était pas une solution à long terme. Cette première semaine, je me suis concentré sur les questions pratiques. Je suis allé à la banque et j'ai retiré mes 823,17 $. J'ai contacté l'exécuteur testamentaire de grand-maman Eleanor pour accéder aux 2000 $ qu'elle m'avait laissés. J'ai continué à aller à l'école, en gardant profil bas et en essayant d'éviter les commérages, bien que la rumeur se soit inévitablement répandue que quelque chose s'était passé dans la maison des Wilson. Le soir, j'ai cherché des emplois en ligne en utilisant l'ordinateur des Parker. Je n'avais aucune expérience professionnelle, à part le babysitting. Chaque poste de débutant semblait exiger une expérience préalable, l'éternel serpent qui se mord la queue de la recherche d'emploi. J'ai quand même postulé dans des fast-food, des magasins de détail, des cafés, partout où ils pourraient embaucher un lycéen. À la fin de la première semaine, le poids de ma situation devenait clair. Mes économies ne dureraient pas longtemps. Les Parker étaient gentils, mais visiblement tendus d'avoir une personne supplémentaire dans leur petit appartement. J'avais besoin d'un revenu et d'un logement plus permanent rapidement. La deuxième semaine a apporté ma première opportunité. Le Green Béant, un café local, m'a appelé pour un entretien. La gérante, une femme d'une trentaine d'années nommée Lily avec des cheveux rouges vifs et de multiples piercings aux oreilles, a jeté un coup d'œil à ma situation et m'a donné une chance, 20 heures par semaine pour commencer, le salaire minimum plus les pourboires. Nous nous adapterons à ton emploi du temps scolaire, a-t-elle dit, en faisant glisser les papiers sur le comptoir. J'ai failli pleurer de soulagement. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Une fois un emploi assuré, je devais m'occuper de la question du logement. Aussi gentils que soient les Parker, je pouvais voir la tension que ma présence exerçait sur eux. Leur appartement était petit, et avoir quelqu'un qui dormait dans la zone commune signifiait aucune intimité pour personne.
Ma cousine Taylor a un sous-sol aménagé. Elle le loue parfois, a suggéré Allison à la fin de ma 2e semaine de sans-abrisme. Ce n'est pas luxueux, mais c'est bon marché, genre $300 par mois bon marché. La chambre du sous-sol n'était en effet pas luxueuse, un simple matelas sur le sol, une petite commode, une lampe et un mini-frigo. La salle de bain était partagée avec la maison principale, mais elle était privée. Et à $300 par mois, c'était dans mes moyens si j'étais prudente. J'ai emménagé immédiatement, remerciant les Parker abondamment pour leur aide. Ma nouvelle routine quotidienne s'est rapidement établie, me réveiller à 5 heures, prendre une douche avant que Taylor et ses colocataires n'aient besoin de la salle de bain, travailler le quart du matin au Green Béant de 6h à 10h, aller à l'école de 10h30 à 15h30, retourner au Green Béant pour le quart de fermeture de 16h à 20h, puis rentrer à la maison pour faire mes devoirs jusqu'à ce que je m'effondre d'épuisement. Le tribut physique et émotionnel était immense. Un jour particulièrement difficile pendant ma 3e semaine de sans-abrisme, je me suis retrouvé à avoir une crise de nerfs dans les toilettes publiques de l'école. J'étais assise dans les toilettes, essayant d'étouffer mes sanglots, submergé par l'épuisement et l'injustice de tout cela. J'avais 17 ans. Je devrais me soucier du bal de promo et des examens finaux, pas de savoir si je pouvais me permettre à la fois le dîner et la lessive dans la même semaine. C'est dans cette salle de bain que j'ai vraiment pleuré pour la première fois ma maison d'enfance perdue, mes parents qui avaient choisi leur vision de mon avenir plutôt que ma présence réelle dans leur vie, pour les expériences normales d'adolescent que je manquais. Je me suis accordé 20 minutes de larmes avant de me jeter de l'eau froide sur le visage et de retourner en classe, mon masque de calme remis en place. Le Green Béant est devenu plus qu'un simple lieu de travail. C'est devenu une bouée de sauvetage, non seulement pour le revenu, mais aussi pour la structure et la communauté qu'il offrait. Lily est devenue une sorte de mentor, me montrant les ficelles non seulement de la préparation du café, mais aussi de l'indépendance adulte. Tu dois ouvrir ton propre compte bancaire sans tes parents dessus, m'a-t-elle conseillé un après-midi calme, et commencer à établir un historique de crédit dès que tu auras 18 ans. Crois-moi, c'est important plus tard. Les clients réguliers sont également devenus une source de stabilité. Il y avait la foule matinale d'hommes d'affaires qui apprenaient mon nom et laissaient de bons pourboires. Il y avait les étudiants de l'après-midi qui partageaient parfois des notes de cours que je devais manquer. Et il y avait Patricia, une femme âgée qui venait tous les jours à 14h pour sa seule tasse de thé Earl Grey. Patricia remarquait des choses. Elle remarquait quand j'avais l'air particulièrement fatigué ou quand je portais les mêmes vêtements 2 jours de suite parce que je n'avais pas eu le temps de faire la lessive. Elle remarquait quand je sautais le déjeuner pour économiser de l'argent. Tu me rappelles moi à ton âge, têtue et indépendante à l'excès, m'a-t-elle dit un jour lors de ma 4e semaine de sans-abrisme. Nous avons commencé à parler régulièrement pendant son heure du thé, et je me suis surprise à partager des bribes de mon histoire. Elle écoutait sans jugement, offrant occasionnellement des conseils pratiques, mais jamais de platitudes sur la réconciliation familiale. Puis, alors que mon premier mois d'indépendance touchait à sa fin, le mois où ma mère avait prédit que je craquerais, Patricia m'a fait une offre inattendue. Ma maison est trop grande pour moi seule depuis le décès de mon mari, a-t-elle dit avec désinvolture. J'ai une chambre libre qui prend la poussière. Tu pourrais y rester, aider aux tâches ménagères, tenir compagnie à une vieille femme et t'occuper de mon chat quand je rends visite à ma sœur. Pas de loyer, juste une contribution aux frais de la maison. Je l'ai regardé, bouche bée. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Tu me connais à peine. Patricia a souri, les rides autour de ses yeux se creusant. J'en sais assez. Parfois, les gens ont besoin d'un pont pour passer d'une partie de leur vie à une autre. Considère-moi comme ton pont. Ce soir-là, j'ai déménagé mes quelques affaires du sous-sol de Taylor dans la chambre libre de Patricia, une vraie chambre avec un vrai lit, un bureau et une fenêtre qui captaient la lumière du matin parfaitement pour dessiner. Alors que je défaisais ma valise pour la 2e fois ce mois-ci, j'ai réalisé quelque chose de profond, j'avais traversé le premier mois sans ramper vers mes parents. Dans le calme de ma nouvelle chambre, je me suis accordé une petite célébration privée. J'avais survécu. J'étais toujours à l'école. J'avais un emploi. J'avais trouvé un logement. J'avais traversé le mois où ma mère avait dit que je craquerais. J'allais bien. Vivre avec Patricia a tout changé. Contrairement au sous-sol de Taylor, qui n'était qu'un endroit pour dormir, la maison de Patricia est devenue un véritable sanctuaire. La maison était une charmante vieille maison victorienne avec des planchers grinçants et du caractère, située à seulement 1,5 km du Green Béant et à 3 km de mon lycée. Ma chambre avait des bibliothèques intégrées,
un lit simple confortable avec une courte pointe faite à la main et, surtout, un bureau solide parfaitement positionné sous la fenêtre où la lumière naturelle était idéale pour dessiner. C'était la chambre de ma fille, a expliqué Patricia en m'aidant à m'installer. Elle vit en Arizona maintenant avec sa famille. Elle serait heureuse de savoir qu'elle est utilisée par une autre jeune femme avec de l'ambition. Patricia, j'ai vite appris, avait été professeure d'anglais avant de prendre sa retraite. Sa maison était remplie de livres sur tous les sujets imaginables, et elle avait un espace atelier dans le garage aménagé où elle faisait de la poterie. Elle comprenait la pulsion créative d'une manière que mes parents n'avaient jamais comprise. Notre arrangement s'est rapidement mis en place. J'ai continué à travailler au Green Béant et à aller à l'école. En échange du logement et de la nourriture, j'aidais aux tâches ménagères, aux courses et à m'occuper d'Aristote, le chat tigré rose impérieux de Patricia. Le jeudi, quand Patricia avait sa partie de mahjong avec des amis, je préparais le dîner pour nous deux. Tu dois te concentrer sur la fin de tes études secondaires, a insisté Patricia quand je lui ai proposé de payer un loyer. Économise ton argent pour l'université et ton avenir. C'est la meilleure façon de rendre l'appareil à la gentillesse. Avec un logement stable assuré, je pouvais enfin penser au-delà de la survie quotidienne. La priorité était de terminer ma dernière année et d'obtenir mon diplôme. Bien que mes parents m'aient mis à la porte, ils ne m'avaient pas retiré de l'école, probablement pour éviter les questions des autorités sur une mineure ne vivant plus à la maison. Ma conseillère, Madame Caldwell, m'a appelé dans son bureau au début du mois de mai, environ 6 semaines après que j'ai quitté la maison. Tes professeurs ont remarqué des changements, Brooke, a-t-elle dit avec précaution. Des absences, des devoirs en retard, sans dormir en classe. Est-ce que tout va bien à la maison? J'ai hésité, puis j'ai opté pour l'honnêteté. Je ne vis plus chez moi. Mes parents et moi avons eu un désaccord fondamental sur mon avenir. Je travaille à temps plein tout en terminant mes études. À ma grande surprise, Madame Caldwell n'a pas semblé choquée. Je me doutais que quelque chose s'était passé. Ta mère a annulé ta séance de planification universitaire le mois dernier et a été assez vague sur les raisons. J'ai expliqué la situation, l'acceptation de l'école d'art, l'ultimatum de mes parents et ma situation de logement actuelle. Ça n'a pas dû être facile, a-t-elle dit quand j'ai fini. Mais tu gères ça avec une maturité remarquable. Parlons de la façon de te faire passer ces dernières semaines avec succès. Madame Caldwell est devenue une alliée inattendue. Elle a aidé à organiser un horaire modifié pour mes cours restants et à parler à mes professeurs de la flexibilité des devoirs. Elle m'a également présenté des ressources dont je ne connaissais pas l'existence. L'Institut de Chicago t'a offert une bourse partielle, mais tu auras besoin d'une aide financière supplémentaire, a-t-elle expliqué, en sortant des formulaires pour le statut d'étudiant indépendant. Normalement, les étudiants de moins de 24 ans ont besoin des informations de leurs parents, mais il existe des exceptions pour des circonstances inhabituelles. La tienne se qualifie certainement. Avec ces conseils, j'ai navigué dans le monde complexe des formulaires FAFSA, de la documentation sur le statut d'étudiant indépendant et des demandes de bourses supplémentaires. Elle m'a même aidé à demander une bourse spéciale d'achèvement auprès de la fondation du district scolaire pour les étudiants confrontés à des difficultés. Au moment où la remise des diplômes approchait en juin, j'avais obtenu suffisamment d'aide financière pour rendre l'Institut de Chicago abordable en combinaison avec mes économies et mon travail à temps partiel. Je devrais continuer à travailler pendant toute l'université, mais c'était faisable. Personne de ma famille n'a assisté à ma cérémonie de remise des diplômes. Patricia est venue, applaudissant bruyamment quand mon nom a été appelé. Lily a fermé le Green Béant plus tôt afin qu'elle et les autres employés puissent y assister. Allison et ses parents étaient là aussi, prenant fièrement des photos comme si j'étais leur propre fille. Alors que je me tenais dans ma toge et ma toque, le diplôme à la main, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la fierté de mon accomplissement, la gratitude envers mon nouveau système de soutien et une douleur lancinante pour les membres de ma famille dont les sièges vides signifiaient une absence douloureuse. Cet été-là, j'ai augmenté mes heures au Green Béant à temps plein et j'ai trouvé un travail de week-end en vendant mes œuvres d'art au marché fermier local. Patricia m'avait aidé à créer un système d'exposition pour mes dessins et aquarelles, et à ma grande surprise, les gens les ont réellement achetés, pas assez pour vivre, mais assez pour ajouter à mon fonds d'université et valider mes aspirations artistiques. Tu as un style distinct, m'a dit un homme âgé après avoir acheté un paysage. Très évocateur. Continue à le développer. Chaque petit succès a renforcé ma détermination. Chaque tableau vendu était une petite justification du choix que j'avais fait. En août,
j'ai reçu un appel inattendu de Madame Caldwell. « Brooke, j'ai parlé avec le bureau des admissions de l'Institut de Chicago », a-t-elle commencé. Ils ont une situation spéciale avec une autre bourse qui avait été allouée, mais le récipiendaire a choisi une autre école. Ils ont demandé si je connaissais des étudiants talentueux ayant des besoins financiers qui pourraient être éligibles. Mon cœur s'est emballé alors qu'elle continuait à expliquer. Cette bourse supplémentaire couvrirait la majeure partie de mon déficit de frais de scolarité restant si je pouvais soumettre un portfolio élargi dans la semaine. J'ai passé les 5 jours suivants dans une frénésie créative, sélectionnant mes meilleures œuvres existantes et créant plusieurs nouvelles pièces spécifiquement pour la candidature. 2 semaines plus tard, la lettre officielle est arrivée confirmant la bourse supplémentaire. Je devrais encore travailler à temps partiel et contracter un petit prêt, mais l'université était maintenant une réalité financière plutôt qu'un simple rêve. Patricia a célébré la nouvelle en m'emmenant dans un véritable magasin de fournitures d'art, pas le rayon artisanat du grand magasin, mais un magasin professionnel où les artistes sérieux achètent leur matériel. Elle m'a acheté mon premier ensemble de peintures, de pinceaux et de toiles de qualité professionnelle en cadeau de remise de diplôme anticipé. Chaque artiste a besoin d'outils appropriés, a-t-elle simplement dit quand j'ai protesté contre les dépenses. Alors que l'été touchait à sa fin et que mon départ pour Chicago approchait, j'ai établi les bases de ma nouvelle vie indépendante. J'ai ouvert un compte bancaire séparé sans accès parental. J'ai appris les bases de la budgétisation auprès de Patricia, qui avait elle-même vécu des périodes difficiles. J'ai maîtrisé la cuisine simple et économique et les réparations ménagères de base. J'ai trouvé une colocation étudiante à Chicago qui correspondait à mon budget et j'ai obtenu un transfert vers un emplacement green béant près du campus. Tu construis ta vie à partir de rien, a observé Patricia un soir alors que nous partagions le dîner sur son porche arrière. La plupart des gens n'ont jamais à le faire avant beaucoup plus tard, voire jamais. C'est douloureux, mais puissant. Il y a eu des moments difficiles au milieu des progrès. Mon premier Noël loin de ma famille a été particulièrement difficile. Bien que Patricia m'ait incluse dans son propre rassemblement familial, les vacances ont amplifié la réalité de ma situation. Je me suis surprise à me souvenir des traditions d'enfance, décorer le sapin avec ma mère, la lecture annuelle de mon père de la nuit avant Noël, et à ressentir leur absence aiguë. Pourtant, même dans ces moments de chagrin, je créais de nouvelles traditions et de nouveaux liens. Allison est rentrée chez elle de son premier semestre à l'université d'État, et nous avons passé une journée à faire des biscuits dans la cuisine de Patricia, bataille de fleurs incluse. Le personnel du Green Béant a organisé un dîner familial potluck pour les employés sans famille locale. Lily m'a donné un ensemble de carnets de croquis professionnels avec une note qui disait « Pour la prochaine Frida Kahlo ». Ces personnes, Patricia, Allison, Lily, Madame Caldwell, sont devenues ma famille choisie. Ils ont soutenu mes rêves plutôt que d'essayer de les remodeler. Ils ont offert des conseils sans contrôle, des avis sans ultimatum. Grâce à eux, j'ai appris que la famille pouvait être créée aussi bien qu'elle pouvait être innée. Au moment où j'ai emballé mes affaires dans la voiture de Patricia pour le trajet jusqu'à Chicago fin août, je n'avais pas parlé à mes parents depuis 4 mois. Je leur avais envoyé un bref email avec mes nouvelles coordonnées, estimant que c'était la chose responsable à faire, mais je n'avais reçu aucune réponse. Je me suis dit que j'avais fait la paix avec leur absence dans ma vie, bien que le pincement dans mon cœur quand je pensais à eux suggérait le contraire. Alors que Patricia et moi nous éloignions de la maison qui était devenue ma vraie maison, j'ai jeté un dernier regard en arrière. « Es-tu prête ?» a demandé Patricia, comprenant le poids du moment. « Oui », ai-je dit, me tournant pour regarder vers l'avant. « Je suis prête pour tout ce qui va suivre. » Mon premier jour à l'Institut des Beaux-Arts de Chicago a été bouleversant de la meilleure des manières. Le campus vibrait d'énergie créatrice, des étudiants dessinant dans les cours, des installations artistiques dans des coins inattendus, l'odeur des peintures à l'huile et de l'argile flottant des portes de studio ouvertes. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de personnes qui parlaient ma langue, qui comprenaient la compulsion de créer. C'est là que j'appartiens, me suis-je murmuré en trouvant mon chemin vers mon premier cours, Introduction à la théorie des couleurs. La transition vers la vie universitaire est venue avec des défis importants. Alors que la plupart des étudiants de première année s'inquiétaient du mal du pays et des salles de bain communes, je jonglais avec une charge de cours complète et 25 heures par semaine au Chicago Green Béant. Ma situation de logement étudiant, une chambre mansardée aménagée dans une maison partagée avec 4 autres étudiants en art, était loin d'être luxueuse. Le plafond était si incliné que je ne pouvais me tenir debout que dans la moitié de l'espace et l'hiver révélait sa mauvaise isolation. Pourtant,
ces difficultés étaient différentes de ma période initiale de sans-abrisme. C'étaient des défis sur un chemin que j'avais choisi, des tremplins plutôt que des pierres d'achoppement. Mes notes du premier semestre ont reflété ma détermination, que des malgré mon emploi du temps chargé. Ma professeure de dessin de base, Dr Winters, a manifesté un intérêt particulier pour mon travail. Tes compétences techniques sont excellentes, a-t-elle noté lors d'une revue de portfolio. Mais ce qui ressort, c'est l'authenticité émotionnelle dans tes compositions. Il y a une maturité ici qui est inhabituelle dans le travail de première année. Je ne lui ai pas dit que cette maturité avait été durement gagnée grâce à une indépendance prématurée. Au lieu de cela, j'ai canalisé ces expériences dans mon art. Mon projet de milieu d'année, une série d'espaces intérieurs rendus dans un contraste saisissant entre la lumière et l'ombre, a remporté le prix de l'artiste émerge du département. À ma deuxième année, j'avais établi une réputation à la fois talentueuse et tenace. Je participais rarement aux aspects sociaux de la vie universitaire, fêtes, matchs de football, voyages impromptus, mais j'étais respecté pour mon dévouement. Alors que mes camarades de classe se plaignaient des cours de bonne heure, j'étais déjà levé depuis des heures, travaillant le quart d'ouverture au green béant avant d'arriver, un thermos à la main. C'est pendant ma deuxième année que j'ai rencontré Michael. Il était en troisième année et étudiait la photographie, et nous nous sommes rencontrés quand il est venu au green béant tous les matins pendant 3 semaines de suite, commandant toujours la même chose, un grand café noir, sans crème, et laissant un pourboire démesuré. Tu sais que ce pourboire pourrait acheter quelque chose de plus intéressant qu'un simple café noir, ai-je finalement dit un matin tranquille. Il a souri, ses yeux bleus se plissant au coin. Le café n'est qu'une excuse pour voir la barista intéressante. Notre relation s'est développée lentement. Nous étions tous les deux sérieux au sujet de notre art et de notre éducation, aucun n'étant disposé à laisser la romance faire dérailler nos objectifs. Nous avons étudié ensemble à la bibliothèque, critiqué honnêtement le travail de l'autre et soutenu le développement artistique de l'autre. Les rendez-vous du week-end consistaient en des vernissages de galeries et des expositions de musées où nous pouvions discuter de technique et de composition. Pour la première fois, j'ai fait l'expérience de ce qu'une relation saine pouvait être, soutenir sans contrôler, proche sans étouffer. Michael est devenu non seulement mon petit ami, mais mon meilleur ami et collaborateur créatif. À ma troisième année, tout s'est accéléré. J'ai décroché un stage convoité chez Meridian Design, une agence de design graphique boutique au centre-ville de Chicago. Le poste n'était pas rémunéré, ce qui signifiait ajouter un autre emploi à temps partiel en tant que moniteur de laboratoire d'art universitaire à mon emploi du temps déjà chargé, mais l'expérience était inestimable. Tu as un œil naturel pour les applications commerciales, Marian, m'a dit la directrice créative lors de ma revue de mi-stage. Tu comprends comment rendre l'art fonctionnel sans sacrifier son âme. Le stage a mené à des projets indépendants rémunérés occasionnels, des conceptions de logos pour de petites entreprises, des travaux de mise en page pour des publications locales, qui ont complété mes revenus de café. Pour la première fois depuis que j'ai quitté la maison, j'ai commencé à avoir un petit coussin financier au-delà des nécessités immédiates. Pendant ce temps, mon œuvre personnelle évoluait. Mon projet de thèse de troisième année, une série multimédia explorant les concepts de maison et d'appartenance, a été reconnu au-delà du campus lorsqu'il a été sélectionné pour inclusion dans une exposition d'artistes émergents à l'échelle de la ville. Mes études à l'Institut de Chicago approchaient de leur fin sans aucune communication de mes parents. Je leur avais envoyé un faire-part officiel, plus par sentiment d'accomplissement que par espoir, mais je n'ai reçu aucune réponse. Patricia est venue en voiture pour la cérémonie, tout comme Allison, qui venait de terminer ses propres études en éducation. La famille de Michael, qui m'avait pratiquement adopté pendant les vacances, a rempli une rangée entière de sièges, acclamant bruyamment lorsque j'ai traversé la scène. Alors que je me tenais avec mon diplôme, scrutant le public par habitude à la recherche de visages que je savais ne pas trouver, j'ai réalisé que la douleur s'était atténuée. L'absence de mes parents était un fait plutôt qu'une blessure fraîche. J'avais construit une vie dans laquelle ils n'avaient aucune part, connu un succès qu'ils n'avaient jamais vu et était devenu une personne qu'ils ne reconnaîtraient pas. Ma vie professionnelle a pris de l'ampleur immédiatement après l'obtention de mon diplôme. Marian de Meridian Design m'a offert un poste à temps plein de concepteur junior avec des avantages sociaux, une amélioration significative par rapport au travail de barista. Mon premier vrai emploi d'adulte s'accompagnait d'un salaire qui, bien que modeste selon les normes de l'industrie, me semblait une richesse inouïe après des années de budgétisation prudente. Ma relation avec Michael a également évolué. Peu de temps après l'obtention de mon diplôme,
il m'a fait sa demande en mariage lors d'un week-end au lac Michigan, en me présentant une simple bague en argent qu'il avait lui-même conçue. « Je veux construire une vie avec toi », a-t-il dit alors que les vagues s'écrasaient sur le rivage, une vie où nous pourrons tous les deux poursuivre nos passions et nous soutenir mutuellement. J'ai dit oui sans hésitation, sentant pour une fois que mon avenir s'étendait plutôt que de se rétrécir. Nous avons commencé à planifier un petit mariage pour le printemps suivant, à épargner pour un acompte sur un appartement, à discuter du quartier qui conviendrait le mieux à deux artistes actifs. Puis est venue la conversation qui a tout changé. « As-tu pensé à inviter tes parents au mariage ?» a demandé Michael un soir alors que nous examinions des lieux potentiels en ligne. La question m'a pris au dépourvu. Pourquoi les inviterais-je ? Ce sont tes parents, Brooke. C'est un événement majeur de ta vie. Ils ont choisi de ne pas faire partie de ma vie, lui ai-je rappelé. Ils n'ont fait aucun effort pour me contacter depuis 4 ans. As-tu fait des efforts pour les contacter ? A-t-il rétorqué. Cela a conduit à une série de discussions de plus en plus tendues sur la famille, le pardon et l'avenir. Michael, qui venait d'une famille unie avec des désaccords normaux et sains, ne pouvait pas comprendre ma rupture complète avec mes parents. Tu ne peux pas simplement faire comme s'ils n'existaient pas pour toujours, a-t-il fait valoir. Qu'en est-il quand nous aurons des enfants ? Empêcherais-tu tes propres enfants de connaître leurs grands-parents si ces grands-parents étaient toxiques ? Oui, absolument, ai-je répondu. La planification du mariage a été interrompue car cette différence fondamentale dans nos valeurs est devenue évidente. Michael croyait à la réconciliation et à la deuxième chance. J'avais appris à mes dépens l'autoprotection et les limites. Aucun de nous n'avait tort exactement, mais nous étions irréconciliablement différents sur ce point crucial. 3 mois après sa demande en mariage, nous avons pris la décision douloureuse de rompre nos fiançailles. Nous nous aimions, mais nos visions de la vie de famille étaient incompatibles. Michael est retourné dans sa ville natale de Milwaukee après avoir accepté un poste d'enseignant là-bas. Je me suis lancé à corps perdu dans mon travail chez Meridian, canalisant mon chagrin d'amour dans la créativité. 6 mois plus tard, une opportunité inattendue s'est présentée. L'un des plus gros clients de Meridian, Northstar Publishing, lançait un nouveau magazine de style de vie et avait besoin d'une équipe de conception interne. Ils ont été impressionnés par le travail que j'avais fait sur leur support d'entreprise et m'ont offert un poste de concepteur principal, une promotion importante avec une augmentation de salaire substantielle. Le poste était dans leur bureau principal, situé non pas à Chicago mais à New York. À 25 ans, j'ai été confronté à une autre décision capitale, rester dans la ville qui avait nourri ma renaissance, où j'avais des amis et une communauté, ou faire le grand saut dans l'inconnu pour l'avancement de ma carrière. Après une semaine de délibération, j'ai accepté le poste à New York. Patricia m'a soutenu comme toujours, bien que triste de me voir déménager plus loin. La vie s'épanouit grâce à des choix courageux, a-t-elle dit lors de notre dîner d'adieu. Tu n'as jamais reculé devant cela. Ma première année à New York a été à la fois exaltante et isolante. Le rythme et la pression du monde de l'édition étaient intenses, mais je me suis épanoui grâce aux défis créatifs. Mes créations pour les premiers numéros du magazine ont attiré l'attention de l'industrie et mon salaire m'a permis de louer un petit appartement privé à Brooklyn, la première fois que je vivais complètement seul. Tout en bâtissant ma réputation professionnelle, j'ai également continué ma pratique artistique personnelle, en louant un espace d'atelier dans un entrepôt converti partagé par d'autres artistes. Mon travail a commencé à se vendre dans de petites galeries, complétant mes revenus de conception et construisant mon nom dans les cercles des beaux-arts. À mesure que ma confiance et ma stabilité financière grandissaient, j'ai pris la décision audacieuse de lancer mon propre studio de design. À 27 ans, avec 6 ans d'expérience professionnelle et une liste de clients impressionnante, j'ai quitté Northstar pour créer Wilson Creative. Les premiers mois ont été terrifiants, vivant sur des économies, travaillant jour et nuit pour livrer des projets, apprenant l'aspect commercial de la créativité. Le pari a porté ses fruits. Ma réputation en matière de design distinctif et efficace a attiré un flux constant de clients. En moins d'1 an, j'ai embauché ma première employée, une jeune diplômée en design qui me rappelait moi-même. 6 mois plus tard, j'ai ajouté un chef de projet et un spécialiste du web. Wilson Creative est passé de l'identité de marque au développement créatif complet. Ma situation financière s'est radicalement transformée. Je n'étais plus l'adolescente sans abri vivant avec le salaire minimum ou l'étudiante en difficulté mangeant des ramen pour le dîner. À 27 ans, je possédais mon appartement, j'avais un portefeuille de placements sains et je pouvais me permettre des luxes qui semblaient autrefois inimaginables, voyages internationaux,
œuvre d'art originale d'artistes que j'admirais, meubles sur mesure pour mon bureau à domicile. Ce succès a apporté un profond sentiment de validation. J'avais prouvé à mes parents qu'ils avaient tort de toutes les manières possibles. J'avais non seulement survécu, mais j'avais prospéré, en poursuivant la voie qu'ils avaient jugée sans valeur. J'avais bâti une sécurité financière supérieure à la leur grâce à mon talent artistique impraticable. Pourtant, malgré ce succès objectif, je luttais toujours contre l'héritage émotionnel de leur rejet. J'ai travaillé avec un thérapeute, le Dr Harrison, pour traiter les problèmes d'abandon qui affectaient mes relations et mes tendances workaholiques. Le succès financier et la réussite professionnelle sont importants, a noté le Dr Harrison lors d'une séance, mais vous êtes-vous permis de guérir l'adolescente blessée de 17 ans qui vit encore en vous? Cette question est restée avec moi, suscitant une réflexion plus approfondie sur ce que signifiait réellement le succès et le bonheur. J'avais prouvé ma valeur au monde, mais peut-être pas encore à moi-même. À l'approche de mon 28e anniversaire, j'avais l'impression d'avoir enfin atteint une vie équilibrée. Mon entreprise prospérait mais ne me consumait plus toutes les heures de veille. J'avais développé des amitiés étroites à New York et entretenu des liens avec ma famille choisie du Michigan et de Chicago. J'avais même recommencé à fréquenter des gens, rien de sérieux, mais ouvertes aux possibilités. Je n'avais aucune idée que cette paix soigneusement construite allait être perturbée par un nom que je n'avais pas vu dans ma boîte de réception depuis près de 10 ans, Diane Wilson. Le courriel est arrivé un mardi matin ordinaire alors que je passais en revue les épreuves de conception avec mon équipe. Je ne l'ai remarqué que des heures plus tard, lorsque je vidais ma boîte de réception avant de rentrer chez moi. La ligne d'objet était simplement un bonjour, mais le nom de l'expéditeur m'a coupé le souffle. Diane Wilson. Ma mère ne m'avait pas contacté depuis 10 ans. Pas quand j'ai terminé le lycée ou l'université, pas quand mon travail a été présenté dans des publications de design, pas à aucun anniversaire ou jour férié depuis la nuit où elle m'a regardé partir avec une seule valise. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le message. Cher Brooke, j'espère que ce courriel te trouve bien. Ton père et moi avons pensé à toi et nous nous demandons comment ta vie s'est déroulée. Nous avons vu ton nom associé à d'impressionnants travaux de conception en ligne. Peut-être que trop de temps s'est écoulé, mais nous aimerions renouer si tu y es ouverte. Nous avons des regrets sur la façon dont les choses se sont terminées entre nous. S'il te plaît, fais-nous savoir si tu serais disposé à parler. Maman, la signature désinvolte maman après 10 ans de silence m'a semblé discordante, presque offensante. Le message lui-même était bref, vague et ne contenait aucune excuse réelle ni mention de regret sans préciser ce qu'il regrettait ni reconnaître aucun acte répréhensible. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent, puis j'ai fermé mon ordinateur portable sans répondre. Cette nuit-là, j'ai eu ma première crise de panique depuis des années, le cœur qui battait la chamade, la poitrine serrée, incapable de reprendre mon souffle. J'ai appelé ma thérapeute, le Dr Harrison, le lendemain matin et j'ai pris un rendez-vous d'urgence. Que ressens-tu en ce moment à propos de ce contact, m'a-t-elle demandé après que j'ai expliqué la situation. En colère, confuse, méfiante, ai-je répondu, puis après une pause, curieuse. Toutes les réactions sont valables, a-t-elle acquiescé. La question n'est pas de savoir si tu dois répondre, mais quelles limites tu as besoin, quelle que soit la façon dont tu procèdes. Au cours des 2 séances suivantes, nous avons discuté des approches possibles. Je pouvais ignorer complètement le courriel. Je pouvais envoyer un bref accusé de réception sans ouvrir la porte à d'autres communications. Je pouvais répondre avec des questions sur leur soudain intérêt à renouer. Chaque option comportait des risques et des avantages émotionnels. Quoi que tu décides, cela doit être selon ton calendrier, pas le leur, a souligné le Dr Harrison. Leur commodité ne prime pas sur ta guérison. Pendant que je délibérais, j'ai commencé une enquête discrète. Grâce aux médias sociaux et aux contacts de ma ville natale, j'ai reconstitué ce qui s'était passé avec mes parents au cours de la dernière décennie. Le cabinet comptable de mon père avait fait face à une poursuite judiciaire il y a 3 ans, une histoire d'irrégularité financière avec un client important. La bataille juridique avait épuisé leurs ressources et avait finalement entraîné la faillite de l'entreprise. Ma mère avait reçu un diagnostic de cancer du sein l'année précédente, nécessitant des traitements coûteux partiellement couverts par l'assurance. Ils avaient réduit la taille de la maison familiale pour un appartement beaucoup plus petit. Ce contexte a soulevé une question inconfortable, me contactaient-ils parce qu'ils regrettaient sincèrement leurs actions, ou parce qu'ils avaient besoin de quelque chose de moi maintenant que leur situation avait changé. 2 semaines après le courriel initial, n'ayant pas encore répondu, j'en ai reçu un autre. Brooke, je comprends ton hésitation à répondre.
Nous ne nous sommes pas séparés en bons termes. Ton père a eu des difficultés commerciales et j'ai eu des problèmes de santé. Cela nous a donné une perspective sur ce qui compte vraiment dans la vie, les questions de famille. Nous aimerions beaucoup avoir de tes nouvelles. Maman, encore une fois, le message n'allait pas jusqu'à présenter des excuses sincères ou à reconnaître le préjudice qu'ils avaient causé. La mention de leurs difficultés semblait maintenant stratégique plutôt que fortuite. J'ai rédigé plusieurs réponses, mais je n'en ai envoyé aucune. Chaque tentative me semblait trop vulnérable ou trop dure. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la protection de ma paix et sur la consultation d'alliés de confiance. Patricia, maintenant dans ses 70 ans mais aussi vive que jamais, m'a offert sa sagesse lors de notre appel téléphonique hebdomadaire. Les gens changent rarement fondamentalement, a-t-elle dit. Ils peuvent changer de comportement lorsque les circonstances les y obligent, mais leur noyau reste cohérent. La question est de savoir si tu as besoin de quelque chose de cette reconnexion. Allison, toujours ma meilleure amie malgré la distance géographique, a été plus directe. Ils t'ont mis à la porte quand tu avais besoin d'eux. Maintenant, ils te contactent quand ils pourraient avoir besoin de toi. Timing opportun. Non. Un troisième courriel est arrivé un mois après le premier. Celui-ci avec plus d'urgence. Brooke, s'il te plaît, reconnais que tu reçois ces messages. Nous sommes tes parents et nous sommes inquiets. Nous avons des choses importantes à discuter, des questions de famille qui ne peuvent être résolues sans communication. S'il te plaît, appelle-nous à ta convenance. Maman et papa. L'ajout de papa à la signature et le ton de plus en plus arrogant ont déclenché mes insécurités les plus profondes. Pendant un bref et terrible moment, je me suis sentie à nouveau 17 ans, impuissante, désespérée, effrayée. Puis je me suis souvenu de qui j'étais, maintenant une chef d'entreprise prospère, financièrement indépendante, entourée de personnes qui se souciaient sincèrement de moi. J'ai finalement envoyé une réponse brève et contrôlée. J'ai reçu vos courriels. Je ne suis pas prête pour une communication téléphonique. Si vous avez des questions précises à discuter, vous pouvez les expliquer par écrit et je verrai si je souhaite aller plus loin. Leur réponse est venue en quelques heures. Nous préférerions discuter de ces questions en personne ou par téléphone. Certaines choses sont trop compliquées pour le courriel. Pourrions-nous peut-être te rendre visite à New York? La suggestion qu'ils entrent dans mon espace sur durement gagné a provoqué une nouvelle vague d'anxiété en moi. J'ai refusé fermement la visite, mais j'ai de nouveau demandé quelles questions familiales spécifiques nécessitaient une discussion. Ce qui a suivi a été une série de communications de plus en plus transparentes. Les traitements contre le cancer de ma mère avaient épuisé leurs économies. La faillite de mon père les avait laissés avec une dette importante. Ils avaient du mal à payer leurs versements hypothécaires sur l'appartement. Ils avaient besoin de soutien familial pendant cette période difficile. La motivation financière derrière leur soudain désir de renouer est devenue indéniable. Plutôt que de le reconnaître directement, cependant, ils ont enveloppé leur demande dans une manipulation émotionnelle, référence au lien du sang, à l'amour parental et à l'obligation familiale. La situation a dégénéré lorsque ma cousine Émilie m'a appelé de façon inattendue. Je déteste m'impliquer, a-t-elle commencé inconfortablement, mais tante Diane m'a demandé de te contacter. Ils sont vraiment en mauvaise posture financière, Brooke. Les factures médicales les accablent, et oncle George ne trouve pas de travail décent à son âge après le scandale de la faillite. M'ont-ils demandé de te dire qu'ils avaient besoin d'argent, ai-je demandé directement. Le silence d'Émilie en disait long. Ils devraient avoir le courage de me le demander eux-mêmes au lieu de trianguler par le biais de la famille, ai-je dit. D'autres membres de la famille ont commencé à me contacter, une tante, une autre cousine, même le frère de mon père, que je connaissais à peine en grandissant. Chaque conversation a suivi le même schéma, des expressions sur le plaisir de renouer le contact, suivi de mentions désinvoltes des difficultés de mes parents et de la bénédiction que ce serait si je pouvais aider la famille. La pression s'est intensifiée lorsque mes parents ont commencé à appeler mon téléphone personnel plusieurs fois par jour. Je ne leur avais jamais donné ce numéro, ce qui signifiait qu'ils l'avaient obtenu par le biais de membres de la famille ou qu'ils avaient peut-être engagé quelqu'un pour le trouver. J'ai laissé les appels aller à la messagerie vocale, mais la fréquence est devenue du harcèlement. Après 2 semaines de cette escalade, j'ai consulté un avocat au sujet de mes options. Elle m'a conseillé sur les mesures potentielles, d'une lettre formelle de cessation et d'abstention au blocage de leur numéro et à la documentation du modèle de contact si j'avais besoin d'une protection juridique. Avant de nous engager dans cette voie, suggéra-t-elle,
vous voudrez peut-être avoir une conversation claire pour établir les limites. Parfois, les gens ont besoin de déclarations explicites des limites. J'ai décidé d'écouter un message vocal, dans l'espoir que cela puisse apporter de la clarté. La voix de mon père, plus âgé et plus tendu que je ne me souvenais, a rempli mon oreille. Brooke, c'est ton père. Nous devons te parler de toute urgence. Les traitements médicaux de ta mère ne sont pas entièrement couverts par l'assurance, et nous sommes confrontés à une potentielle saisie de la copropriété. Nous avons épuisé toutes les autres options. Nous avons besoin de ton aide. Nous sommes tes parents, malgré les désaccords passés. S'il te plaît, rappelle-nous. Presque immédiatement après, un autre message vocal est arrivé de ma mère. Brooke, s'il te plaît. Nous savons que tu as réussi. Nous avons vu le site web de ton entreprise et les articles sur ton travail. Nous avons besoin de ton aide. Nous n'avons nulle part où nous tourner. Nous t'en supplions de nous rappeler. Le mot supplier m'a frappé avec une force particulière. 10 ans plus tôt, ma mère avait souri en disant que je reviendrais supplier dans un mois. Maintenant, les rôles étaient complètement inversés. Je me suis assise avec cette réalisation pendant plusieurs jours, en traitant les émotions complexes qu'elle déclenchait. Il y avait une certaine justification dans l'inversion des rôles, mais cela n'apportait aucune joie. Au lieu de cela, j'ai ressenti une profonde tristesse pour la relation qui aurait pu être, pour le soutien qui aurait dû aller dans les deux sens dans une famille saine. Après avoir consulté le docteur Harrison, j'ai pris ma décision. Je rencontrerai mes parents une fois dans un lieu neutre avec des limites claires établies à l'avance, non pas pour me réconcilier, mais pour aborder la situation directement et établir des limites permanentes. La réunion était prévue le mois suivant, lorsque je serai dans le Michigan pour rendre visite à Patricia. Je leur donnerai une occasion d'exprimer leur paix, et je répondrai selon mes conditions. Quoi qu'il arrive, je repartirai avec une clôture plutôt que des blessures ouvertes. Alors que je me préparais à cette réunion, je ne ressentais pas le désir désespéré d'un enfant abandonné, mais la ferme résolution d'une femme qui s'était construite de toutes pièces, une femme qui pouvait affronter son passé sans être consumée par lui. Le café que j'ai choisi pour notre réunion était délibérément public, un endroit où les voix devraient rester mesurées, où les scènes dramatiques seraient contraintes par les conventions sociales. Je suis arrivé 30 minutes en avance, choisissant une table d'angle avec une vue dégagée sur l'entrée et la sortie. Mon thérapeute m'avait suggéré d'apporter un objet d'ancrage. Alors, j'ai porté le bracelet en argent que Patricia m'avait offert lorsque je suis parti à l'université, un rappel tangible de la famille que j'avais choisie. Quand ils ont franchi la porte, j'ai failli ne pas les reconnaître. 10 ans avaient vieilli mes parents de façon spectaculaire. La posture confiante de mon père s'était effondrée en une légère courbure. Ses cheveux, autrefois foncés et épais, étaient maintenant fins et complètement gris. Ma mère avait perdu du poids, son visage émacié sous un maquillage soigneusement appliqué. Les traitements contre le cancer lui avaient laissé une coupe pixie courte et argentée au lieu des cheveux bruns mi-longs dont je me souvenais. Ils m'ont repéré immédiatement, se dirigeant vers ma table avec un empressement qui m'a fait instinctivement redresser la colonne vertébrale. J'avais décidé de ne pas me lever à leur arrivée, un choix petit mais délibéré pour maintenir mon espace physique. Brooke, respira ma mère, tendant la main vers moi avant de s'arrêter quand je n'ai pas tendu la mienne. Tu es magnifique. Très professionnel, ajouta mon père, observant mon blazer sur mesure et le portfolio que j'avais délibérément placé sur la table, un rappel visuel de la carrière réussie qu'ils avaient autrefois rejetée. Asseyez-vous, s'il vous plaît, dis-je en indiquant les chaises en face de moi. Pas de câlin, pas de prétention à une chaleur familiale. Un silence gênant tomba alors qu'ils s'installaient. J'ai attendu, ayant décidé à l'avance de ne pas initier la conversation qu'ils avaient si insistamment demandée. Merci d'avoir accepté de nous rencontrer, commença finalement ma mère. Cela signifie beaucoup. J'ai hoché la tête mais suis restée silencieuse. Tu as très bien réussi ta vie, dit mon père, tentant un sourire. Nous avons lu des articles sur ta firme de design. Très impressionnant. Oui, j'ai reconnu, ça l'est. Un autre silence s'étira entre nous. Je pouvais les voir lutter contre la réalité que je n'allais pas rendre cela facile. Je n'allais pas retomber dans le rôle de fille dont ils se souvenaient, où je m'efforçais d'aplanir les moments inconfortables. Nous te devons des excuses, dit soudainement ma mère, sa voix se brisant. Ce que nous avons fait était mal. Te mettre à la porte, te couper complètement. C'était mal. C'était la première reconnaissance authentique que j'avais entendue de l'un ou l'autre.
J'ai étudié son visage, à la recherche d'une sincérité au-delà du timing opportun. Pourquoi maintenant? J'ai demandé directement. Cela fait 10 ans. Pourquoi cette soudaine prise de conscience? Mon père s'est agité inconfortablement. La vie a une façon d'enseigner des leçons difficiles parfois. Par la faillite et le cancer, ai-je déclaré catégoriquement. Pas par l'adolescente sans abri que vous avez créée. Ils ont tous les deux tressailli devant mon ton direct. Nous savons que tu as tout le droit d'être en colère, dit ma mère, les larmes coulant sur ses joues. Nous t'avons manqué en tant que parent. J'étais trop contrôlante, trop fixée sur un chemin spécifique pour toi. Ton père était trop passif, trop peu disposé à me tenir tête. Nous le regrettons tous les deux profondément. Quand ce regret a-t-il commencé exactement? J'ai demandé. Était-ce avant ou après les problèmes juridiques de papa? Avant ou après ton diagnostic? Ce n'est pas juste, protesta faiblement mon père. Non, c'est une question légitime, ai-je rétorqué. Vous n'avez fait aucune tentative de me contacter pendant 8 ans, ni lorsque j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires ou universitaires, ni lorsque j'ai commencé ma carrière. Le moment de votre regain d'intérêt pour ma vie coïncide précisément avec vos difficultés financières. Ma mère a tamponné ses yeux avec un mouchoir. Nous le méritons. Mais notre regret est réel, peu importe quand ou pourquoi il a finalement percé notre fierté. Je suis au courant des factures médicales et du risque de saisie, ai-je dit directement. Ma cousine Émilie me l'a dit. Et j'ai entendu vos messages vocaux. Vous avez besoin d'argent, et vous avez décidé que j'étais votre solution. Ils ont échangé un regard, visiblement mal à l'aise avec ma franchise. Nous sommes dans une situation difficile, admit mon père. Les frais juridiques ont détruit mon entreprise, et les traitements de ta mère ne sont que partiellement couverts par l'assurance. Nous avons épuisé nos économies et nos comptes de retraite. Et vous pensiez que la fille que vous aviez rejetée serait votre filet de sécurité financière, ai-je conclu. Nous espérions que malgré tout, la famille signifie encore quelque chose, dit doucement ma mère. Nous espérions que tu pourrais trouver dans ton cœur de nous aider, même si nous ne le méritons pas. J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant avant de répondre. Ce moment s'était déroulé dans mon esprit d'innombrables fois au fil des ans, bien que jamais dans ce contexte spécifique. Soyons clairs sur quelque chose, ai-je dit attentivement. Quand vous m'avez mise à la porte, j'avais 17 ans. J'ai dû occuper plusieurs emplois tout en terminant mes études secondaires. J'ai dû demander le statut d'étudiante indépendante pour obtenir une aide financière pour l'université. J'ai vécu dans un sous-sol et j'ai eu du mal à m'acheter de la nourriture. Pas une seule fois pendant ces années les plus difficiles, vous n'avez tendu la main pour voir si j'étais vivante, et encore moins pour offrir de l'aide. Ils ont tous les deux baissé les yeux sur la table. J'ai survécu et finalement prospéré, non pas à cause de vous, mais malgré vous, ai-je continué. J'ai construit un système de soutien composé de personnes qui se soucient réellement de mon bien-être, pas seulement de ce que je peux faire pour elles. Nous le savons, dit doucement mon père. Nous ne méritons pas ton aide. Non, vous ne le méritez pas, ai-je acquiescé. Mais il ne s'agit pas de ce que vous méritez. Il s'agit de qui je choisis d'être. J'ai ouvert mon portfolio et j'ai retiré un document que j'avais préparé avec mon avocat. Je vais vous aider à payer vos frais médicaux, ai-je dit en faisant glisser le papier sur la table. Je vais mettre en place un arrangement de paiement direct avec l'hôpital et la compagnie d'assurance pour couvrir les traitements dont vous avez besoin. Je vais également fournir un paiement unique pour empêcher la saisie de votre appartement. Leurs expressions sont passées de la honte au choc à un espoir prudent. Cependant, ai-je continué, avant qu'ils ne puissent parler, ce n'est pas une réconciliation. Voici les limites, je n'aurai pas de relation personnelle avec vous. Vous n'aurez pas mes coordonnées personnelles. Toute communication se fera par l'intermédiaire de mon avocat. Vous ne contacterez pas d'autres membres de la famille pour me joindre. Vous ne vous présenterez pas chez moi ou dans mon entreprise. Il s'agit uniquement d'un arrangement financier, et non d'une restauration des liens familiaux. Mais Brooke, nous avions espéré, commença ma mère. J'en suis sûr, ai-je interrompu. Mais les espoirs ne sont pas des droits. Vous avez renoncé à tout droit à une relation avec moi lorsque vous avez choisi votre vision de mon avenir plutôt que ma présence réelle dans vos vies. Cela ne peut-il jamais changer? Demanda doucement mon père. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Peut-être un jour, mais cela nécessiterait une thérapie familiale approfondie, une transformation authentique de votre part, et du temps, rien de tout cela n'est sur la table aujourd'hui.
J'ai glissé une carte de visite sur la table. Voici les coordonnées de mon avocat. Elle s'occupera de tous les arrangements. Si vous acceptez les limites que j'ai décrites, signez le document et renvoyez-le à son bureau. Ils ont regardé le document, la réalité de notre transaction s'installant. Ce n'étaient pas les retrouvailles larmoyantes qu'ils avaient imaginées, pas le scénario de la fille prodigue où tout serait pardonné et oublié. Pourquoi nous aider financièrement, mais refuser une relation? Demanda ma mère, une réelle confusion dans sa voix. Parce que je peux séparer la compassion pratique de l'autoprotection émotionnelle, ai-je expliqué. Je ne veux pas que vous perdiez votre maison ou que vous soyez privé de soins médicaux. Mais je ne veux pas non plus m'exposer à des personnes qui ont prouvé qu'elles m'abandonneraient lorsque je ne me conformerai pas à leurs attentes. Je me suis levé, signalant que notre réunion touchait à sa fin. J'ai construit une belle vie avec des personnes qui m'aiment inconditionnellement, des personnes qui ont soutenu mes rêves au lieu d'exiger que je vive les leurs. C'est la famille que j'ai choisie, et elle a mérité ma loyauté d'une manière que vous n'avez jamais fait. Alors que je ramassais mes affaires, ma mère tendit la main une dernière fois. Nous sommes vraiment désolés, Brooke, pour tout. J'ai fait une pause, me permettant de vraiment la regarder, cette femme qui m'avait donné la vie, mais pas le soutien pour la vivre authentiquement. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions persistantes, un fil de compassion, mais surtout un sentiment de paix avec mes propres limites. Je crois que vous êtes désolé maintenant, ai-je dit finalement. Mais être désolé quand vous avez besoin de quelque chose de moi n'est pas la même chose qu'être désolé quand j'avais besoin de quelque chose de vous. Sur ce, je suis sorti du café et dans la lumière vive de l'après-midi, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La conversation ne s'était pas déroulée comme il l'avait espéré, mais elle m'avait donné quelque chose d'inestimable, la clôture à mes propres conditions. Dans les mois qui ont suivi, j'ai honoré mon engagement à les aider avec leur situation financière tout en maintenant mes limites émotionnelles. Mon avocat a géré toutes les interactions, en me fournissant uniquement les mises à jour nécessaires. Mes parents ont signé l'accord, acceptant les limitations que j'avais fixées. L'expérience m'a enseigné des leçons profondes sur la différence entre les liens biologiques et la véritable famille. Les liens de sang seuls ne créent aucune obligation. La vraie famille est construite sur le respect mutuel, un soutien constant et la liberté d'être authentiquement soi-même. J'ai également appris la complexité du pardon. Je n'ai pas pardonné à mes parents au sens de les accueillir à nouveau dans ma vie ou de prétendre que l'abandon ne s'était jamais produit. Au lieu de cela, j'ai trouvé un type de pardon différent, un pardon qui m'a permis de libérer le pouvoir que leur rejet avait exercé sur moi sans pour autant abandonner mes limites. Plus important encore, j'ai appris que briser les cycles toxiques demande du courage. En refusant de participer à une réconciliation superficielle qui servait leurs besoins au détriment de ma guérison, je protégeais non seulement moi-même, mais tous les futurs enfants que je pourrais avoir du même amour conditionnel que j'avais connu. 10 ans après avoir été mise à la porte avec une valise et la prédiction d'une mère que je reviendrais en rampant, je me tenais fermement dans mon pouvoir, réussissant selon mes propres termes, guidé par mes propres valeurs. Les rôles s'étaient en effet inversés, mais ma réponse n'était pas axée sur la vengeance ou la satisfaction. Il s'agissait d'intégrité, de limites et de la famille que j'avais choisi de créer autour de moi. Patricia, qui m'attendait chez elle après la réunion, a écouté mon récit avec une fierté tranquille. Tu sais, dit-elle en nous versant du thé à toutes les deux, quand tu es arrivé pour la première fois à ma porte avec cette valise, je me suis inquiété pour ton avenir, non pas parce que je doutais de tes capacités, mais parce que le monde peut être cruel envers les jeunes sans soutien. Je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais non seulement une réussite, mais aussi sage. Ces mots m'ont profondément touché. J'ai eu de bons professeurs, ai-je répondu en lui prenant la main, des gens qui m'ont montré à quoi ressemble le vrai soutien. Alors, et vous? Avez-vous déjà dû fixer des limites à des membres de votre famille qui ne vous contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose? Croyez-vous que les liens biologiques créent des obligations automatiques, ou les relations doivent-elles être gagnées par un soutien constant? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de protéger sa paix, même de sa famille. Merci d'avoir écouté mon parcours de adolescente sans abri à adulte autonome. Et rappelez-vous, la famille qui compte le plus est souvent celle que vous choisissez pour vous-même.